Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors nous voici arrivés au climax, comme on dit maintenant, du récit, le sommet du récit. Tout ce qui précède nous y a conduit. La colère d'Achille, les exploits d'Hector, les interventions des dieux, les milliers de morts accumulés depuis près de 10 ans, tout converge vers ce moment. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Iliade ne s'achève pas sur une victoire. Elle s'achève sur une prise de conscience douloureuse, profondément humaine, parce que c'est ça en fait le plus important. Quand on a quitté Achille, il venait d'apprendre la mort de Patrocle. Le choc est immense. Pour la première fois depuis le début du poème, sa colère contre Agamemnon disparaît instantanément, comme balayée. Il comprend soudain que son orgueil a coûté cher. Pendant qu'il boudait comme un gamin sous sa tente, pendant qu'il cultivait sa rancune, pendant qu'il refusait obstinément d'aider les siens, son meilleur ami est mort. À sa place, Patrocle est tombé à sa place. Patrocle a porté son armure. Il a combattu pour lui. Il a payé le prix de sa colère. Et cette révélation détruit Achille. Le héros que rien ne semblait pouvoir atteindre s'effondre. Il pleure. Il hurle, il se roule dans la poussière, il couvre sa tête de cendres, et après avoir boudé, il fait un sale gosse quand même. Son chagrin est si violent que sa mère, Thétis, l'entend depuis les profondeurs marines. Et cette scène est essentielle, parce que l'Iliade nous rappelle ici une vérité fondamentale. Même le plus grand des héros reste un homme. Même le plus fort des guerriers reste vulnérable à la perte. Pendant des années, Achille a défié les armées. Mais il ne peut rien contre la mort de celui qu'il aime. Pourtant, son deuil se transforme rapidement. Ça nous rappelle Alexandre aussi, quand il tue un de ses compagnons. Enfin bon, j'y reviendrai un jour, tiens. Donc son deuil, je disais, se transforme rapidement, comme souvent d'ailleurs chez lui. La tristesse devient colère, etc. On passe de l'un à l'autre. C'est vraiment un gamin, quoi. Et puis la colère devient vengeance. Maintenant, il n'existe plus qu'un seul objectif, tuer Hector. Peu importe les conséquences, peu importe son propre destin, peu importe même la prophétie qui annonce sa mort prochaine. Achille sait parfaitement ce qui l'attend. Il sait que s'il tue Hector, il mourra bientôt à son tour. Et sa mère le lui rappelle également. Mais ça n'a absolument aucune importance. Pour lui, la vie sans Patrocle a perdu une partie de son sens. Une fois encore, l'Iliade nous montre un homme qui avance consciemment vers son destin. Achille choisit la vengeance en sachant qu'elle le conduira à la mort. C'est peut-être ça qui fait sa grandeur tragique finalement. C'est ce qui le rend terriblement humain finalement aussi. Avant de retourner au combat, il reçoit de nouvelles armes forgées par Héphaïstos, des armes divines forcément, des armes que aucun mortel n'a jamais portées. Quand les Grecs le voient réapparaître, l'effet est immense, les blessés oublient leur souffrance, les découragés retrouvent espoir, les chefs exultent parce qu'ils savent que la guerre vient de changer de visage. Vous savez, l'esprit change le camp, le combat change d'âme. En face, chez les Troyens, l'inquiétude se répand, le nom d'Achille suffit à provoquer la peur, et bientôt cette peur devient panique. Le héros traverse le champ de bataille comme une tempête, il tue, il massacre, il détruit tout sur son passage, aucun adversaire ne lui résiste, même le fleuve Scamandre, protecteur de Troie, tente de l'arrêter en vain. Les dieux eux-mêmes se battent désormais ouvertement, l'Olympe devient un second champ de bataille, Athéna affronte Arès, Héra humilie Artémis, Poséidon provoque Apollon, Zeus observe, c'est vraiment l'Armageddon, et s'il observe, il se marre aussi du spectacle, comme si les souffrances humaines n'étaient qu'une distraction pour lui. Pendant ce temps-là, les Troyens refluent vers leurs murailles, un à un, tous, sauf un. Hector, l'homme qui porte depuis 10 ans le poids de la défense de sa cité. L'homme qui sait déjà ce qui va arriver. Parce qu'il n'est pas naïf, Hector. Il comprend parfaitement la situation. Il sait qu'Achille vient pour lui. Il sait qu'il est probablement même condamné. Il sait également que sa mort ouvrira peut-être la voie à la destruction de Troie. Du haut des remparts, son père, Priam, le supplie de rentrer. Sa mère, Écube, le supplie de rentrer également. Tous voient le danger, tous voient la mort approcher. Il le voit, il n'est pas là, il n'est pas loin. Tous voient Achille, mais Hector refuse. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il est prisonnier d'une autre forme d'honneur.
comme Achille. S'il se réfugie derrière les murailles, c'est sûr, il va survivre, mais il devra vivre avec la honte. Et pour un héros grec ou troyen, la honte est pire que la mort. Alors il reste, seul, face au plus redoutable guerrier du monde. C'est ici que se joue le cœur moral de l'Iliade, parce qu'Homère oppose deux formes de grandeur. Achille combat pour son ami mort, Hector combat pour les vivants. Achille cherche la vengeance, Hector cherche à protéger sa ville. Achille est le héros de la gloire, Hector est le héros du devoir. Et quand les deux hommes se retrouvent enfin face à face, le destin est déjà écrit. Zeus lui-même pèse leur sort dans sa balance et le plateau d'Hector s'abaisse. Autrement dit, son heure est venue. Même les dieux ne peuvent plus rien. Le destin a parlé. Et pourtant, Hector hésite encore. Un instant, il fuit comme n'importe quel homme condamné et confronté à une mort certaine. 3 fois, il fait le tour des murailles de Troie. 3 fois, Achille le poursuit. Et puis Athéna intervient une dernière fois par la ruse. Toujours, elle pousse Hector à se retourner. Le duel peut commencer. Il est bref, terriblement bref. Quelques instants suffisent. Achille connaît parfaitement l'armure portée par Hector parce qu'elle lui appartenait autrefois. Il connaît sa faiblesse. Il vise la gorge. La lance frappe. Hector tombe, et avec lui tombe le dernier grand rempart de Troie. Mais le plus extraordinaire reste à venir, parce qu'au moment même où Achille obtient enfin sa vengeance, il ne retrouve pas la paix, aucune satisfaction, aucune sérénité. Patrocle reste mort, évidemment. La victoire ne lui rend rien. La vengeance ne guérit rien. Alors sa rage continue. Elle devient même plus monstrueuse encore. Il attache le corps d'Hector à son char, le traîne dans la poussière, le profane, l'humilie chaque jour sous les yeux des Troyens, sous les yeux d'Andromaque, sous les yeux de Priam, sous les yeux des dieux eux-mêmes. Et c'est là qu'apparaît le véritable génie d'Homère, parce que l'Iliade aurait pu s'arrêter sur la victoire d'Achille, comme beaucoup de récits héroïques. Mais Homère va beaucoup plus loin. Il nous montre que la victoire peut aussi déshumaniser, que la souffrance peut transformer un héros en bourreau, que la vengeance peut devenir une prison. Et puis survient l'une des scènes les plus bouleversantes de toute la littérature mondiale, à mon avis, une scène qui répond finalement à toute notre problématique. Priam, le vieux roi de Troie, le père d'Hector, traverse seul le camp ennemi. Il entre dans la tente d'Achille et il accomplit un geste impensable. Il se jette aux pieds du meurtrier de son fils, il embrasse les mains qui ont tué Hector et il prononce quelques mots seulement, mais qui brisent la colère d'Achille, enfin. Il lui demande de penser à son propre père, à ce vieil homme qui l'attend en Grèce, à ce père qui lui aussi pleurera bientôt un fils. Et soudain, Achille comprend. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voit plus un ennemi, il voit un père. Et lui-même n'est plus un guerrier, il redevient un fils. 2 hommes qui pleurent ensemble. Le vainqueur et le vaincu, le meurtrier et le père de sa victime. À cet instant précis, l'Iliade cesse définitivement d'être un récit de guerre. Elle devient une méditation sur la condition humaine, sur la souffrance partagée, sur la compassion, sur la mort, sur ce qui unit les hommes au-delà des camps. Et Achille rend le corps d'Hector. Une trêve est accordée, les Troyens organisent les funérailles de leur héros, et c'est là que s'achève l'Iliade. Pas sur une bataille, pas sur une victoire, pas sur le cheval de Troie non plus, non, pas non plus sur la destruction de la ville, mais sur un enterrement, sur des larmes, sur le deuil d'un père. Et c'est précisément pour cette raison que l'œuvre demeure aussi moderne, parce qu'Homère répond finalement à la question qu'on se posait au début de cette émission. Non, l'Iliade ne raconte pas véritablement la guerre de Troie. Elle raconte ce que la guerre fait aux hommes. Elle raconte comment l'orgueil détruit, comment la vengeance dévore, comment la gloire passe, comment même les plus grands héros sont condamnés à mourir. C'est une allégorie, l'Iliade. Et comment parfois, au milieu du sang et de la violence, un simple geste d'humanité peut se révéler plus grand que toutes les victoires militaires. C'est pourquoi, près de 3000 ans après sa composition, l'Iliade continue de nous parler. Parce qu'elle ne raconte pas seulement les Grecs et les Troyens, elle raconte l'humanité elle-même. Pour terminer,
pour conclure, vous avez compris que donc Homère a choisi de ne pas s'arrêter sur une victoire, mais un peu comme si l'essentiel n'était pas là, comme si la prise de Troie n'était finalement qu'un détail. Parce que ce qui l'intéresse, c'est pas la victoire, encore une fois, c'est l'homme. Ses passions, ses faiblesses, ses colères, ses douleurs, ses contradictions. Achille a obtenu sa vengeance, Patrocle est toujours mort, évidemment. Priam récupère le corps de son fils, Hector est toujours mort, Troie est condamnée, les Grecs ont gagné, et pourtant, à la fin de cet épisode, si c'était une série télé, donc à la fin de cet épisode, personne n'est véritablement heureux, en fait, tout le monde a perdu. L'Iliade nous rappelle une vérité intemporelle. Dans une guerre, même les vainqueurs perdent quelque chose. Un ami, un fils, un père, une part d'eux-mêmes, et pourtant l'histoire n'est pas terminée. Parce qu'après les funérailles d'Hector, vient la chute de Troie. Après la chute de Troie vient le retour, ou plutôt les retours, parce que on a tendance à oublier les autres. Agamemnon rentre à Mycène, Ménélas rentre à Sparte, Nestor retrouve son royaume. Tous ne vont pas connaître le même destin. Certains découvrent que la paix est parfois plus dangereuse que la guerre. D'autres comprennent que les dieux n'ont pas encore réglé leur compte. Il ne manquerait plus que ça. Et parmi tous les héros grecs, un homme va payer plus cher que les autres le prix de la victoire. C'est Ulysse, bien sûr. L'homme aux 1000 ruses. L'inventeur du cheval de Troie. Celui qui a permis la chute de la cité que 10 années de siège n'avaient pas réussi à vaincre. Quand les murailles de Troie vont s'effondrer, il croit que tout est fini, il croit qu'il va enfin pouvoir rentrer à Ithaque, retrouver son épouse Pénélope, serrer dans ses bras son fils Télémaque, retrouver son vieux père, Laërte. Il se trompe, ça vous le savez, parce que sa véritable aventure à lui ne fait que commencer. Pendant 10 ans, il a survécu à la guerre. Pendant 10 nouvelles années, il va devoir survivre aux dieux, aux tempêtes, aux monstres, aux magiciennes, aux sirènes, aux cyclopes, aux naufrages, à la solitude, au découragement et parfois même à la tentation d'abandonner, encore une fois, l'humain. L'Iliade racontait la guerre, l'Odyssée raconte le retour. L'Iliade racontait la force, l'Odyssée raconte l'intelligence. L'Iliade, c'était le poème de la gloire, l'Odyssée devient le poème de l'endurance. Parce que si Achille est le héros qui sait mourir, Ulysse est celui qui sait survivre. Et peut-être que c'est encore plus difficile. Donc, la semaine prochaine, on quittera les plaines ensanglantées de Troie pour prendre la mer. On traversera tout le bassin méditerranéen. Vous savez qu'il y en a qui essayent de retrouver le chemin. On rencontrera les cyclopes mangeurs d'hommes, des magiciennes capables de transformer les hommes en animaux, des sirènes dont le chant mène à la mort, des monstres marins, des dieux rancuniers et des îles qui semblent sorties d'un rêve. Mais derrière ces aventures, encore une fois, se cache une question profondément humaine. Et c'est ça, en fait, qui est derrière. Qu'est-ce qui pousse un homme à continuer d'avancer quand tout semble perdu ? C'est cette question qu'Homère explore dans l'Odyssée. Et c'est ce voyage-là qu'on va entreprendre ensemble dans notre prochaine émission. Pour les abonnés premium, on se retrouve dans un instant avec le bonus. Je parlerai un peu du film que j'ai évidemment pas vu encore, mais bon. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine donc avec la suite, l'Odyssée bien sûr. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.